Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Critique de la raison pure par Emmanuel Kant lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Pour commencer, voici une remarque générale pouvant servir à rendre plus soutenue l'attention que nous allons porter à ce type de raisonnement. Je ne connais pas un quelconque objet du simple fait que je le pense, mais c'est uniquement dans la mesure où je détermine une intuition donnée du point de vue de l'unité de la conscience, c'est-à-dire sous un concept, opération en laquelle consiste toute pensée, que je peux prétendre le connaître. Je ne me connais donc pas moi-même par cela seul que j'ai conscience de moi comme être pensant, mais à la condition seulement que je sois conscient de l'intuition que j'ai de moi-même comme d'une intuition se trouvant déterminée relativement à la fonction de ma pensée. Tous les modes de la conscience de soi dans la pensée ne sont pas encore en eux-mêmes des concepts de l'entendement s'appliquant à des objets, catégories. Mais de simples fonctions, le sujet logique n'est pas le sujet réel, qui ne donne à la pensée absolument aucun objet à connaître et par conséquent ne me donne pas moi-même à connaître comme objet. Ce qui constitue l'objet, ce n'est pas la conscience du moi déterminant, mais c'est seulement celle du moi déterminable, c'est-à-dire de mon intuition intérieure, pour autant que le divers qui s'y trouve contenu puisse être synthétiquement lié conformément à la condition universelle de l'unité de la perception dans la pensée. 1. Cela étant, dans tout jugement, je suis toujours le sujet déterminant du rapport qui constitue le jugement. Mais que le moi, le je pense, doivent toujours, dans la pensée, avoir valeur de sujet et puissent être considérés comme quelque chose qui n'est pas attaché à elle simplement comme prédicat, c'est une proposition apodictique et même identique. Mais elle ne signifie pas que je sois, comme objet, un être subsistant par moi-même, autrement dit une substance. Cette dernière proposition va bien loin et exige par conséquent aussi des données qui ne se trouvent aucunement dans la pensée, et qui plus est, dans la mesure où je considère simplement l'être pensant comme tel, que je ne trouverai jamais en lui. 2. Que le jeu de la perception, par conséquent le moi dans toute pensée, soit un élément singulier qui ne puisse se résoudre en une pluralité de sujets, et que par suite il désigne un sujet logiquement simple, voilà qui est déjà compris dans le concept de la pensée, et c'est donc une proposition analytique. Mais cela ne signifie pas que le moi pensant soit une substance simple, ce qui serait une proposition synthétique. Le concept de substance se rapporte toujours à des intuitions, lesquelles, en moi, ne peuvent être que sensibles. Par suite, elles se trouvent tout à fait en dehors du champ de l'entendement et de sa pensée, dont cependant il s'agit ici proprement et exclusivement quand on dit que le moi, dans la pensée, est simple. Du reste, il serait étrange que ce qui requiert ailleurs tant de précautions pour distinguer, dans ce que présente l'intuition, ce qui en est les substances, et à plus forte raison encore pour reconnaître si cette substance peut en outre être simple, comme il arrive à propos des parties de la matière, il serait étrange, dis-je, que cela pût ici m'être donné de façon si directe, en quelque sorte comme par une révélation, et cela dans la plus pauvre de toutes les représentations. 3. La proposition énonçant l'identité de moi-même dans tout divers dont j'ai conscience est une proposition qui se trouve elle aussi contenue dans les concepts mêmes, et c'est par conséquent une proposition analytique. Mais cette identité du sujet, dont je peux prendre conscience dans toutes ces représentations, ne concerne pas l'intuition de ce sujet dans laquelle il est donné comme objet. Elle ne peut donc pas non plus signifier l'identité de la personne par laquelle on entend la conscience de l'identité de sa propre substance comme être pensant, à travers tout changement d'état. On ne peut donc parvenir à fournir la preuve de cette identité par la simple analyse de la proposition. Je pense. Il faudrait pour y arriver plusieurs jugements synthétiques se fondant sur l'intuition donnée. 4. Dire que je distingue ma propre existence, comme existence d'un être pensant, des autres choses extérieures à moi, et dont mon corps lui aussi fait partie, c'est, là encore, une proposition analytique, car les autres choses sont celles que je pense comme distinctes de moi. En revanche, je ne puis par là aucunement savoir si cette conscience de moi-même est vraiment possible sans des choses hors de moi, par lesquelles des représentations me sont données, et si je peux donc exister simplement comme être pensant, sans être un homme. Ainsi donc, l'analyse de la conscience de moi-même associée à toute pensée en général ne me fait aucunement progresser du point de vue de la connaissance de moi-même comme objet. Le développement logique de la pensée en général est pris à tort pour une détermination métaphysique de l'objet.
Ce serait une grosse pierre d'achoppement, et ce serait même la seule, contre toute notre critique, s'il se trouvait possible de prouver a priori que tous les êtres pensants sont en soi des substances simples, et donc qu'en tant que tels, ce qui est une conséquence du même argument, ils emportent de manière inséparable la personnalité avec eux et ont conscience de leur existence distincte de toute matière. Car, ce faisant, nous aurions assurément fait un pas au-delà du monde sensible, nous serions entrés dans le champ des noumènes, et dans ce cas, que personne ne nous conteste le droit de nous y étendre davantage, d'y bâtir et d'en prendre possession, chacun selon la manière dont sa bonne étoile le favorise. En effet, la proposition selon laquelle tout être pensant est, en tant que tel, une substance simple est une proposition synthétique a priori puisque, premièrement, elle va au-delà du concept qui lui sert de principe et ajoute à la pensée en général la modalité de l'existence, et que, deuxièmement, elle adjoint à ce concept un prédicat, celui de la simplicité, qui ne peut être donné dans la moindre expérience. Dès lors, les propositions synthétiques a priori pourraient être pratiquées et admises, non pas simplement, comme nous l'avons affirmé, par rapport à des objets d'une expérience possible, et plus précisément en tant que principe de la possibilité de cette expérience, mais elles pourraient porter aussi sur des choses en général et en soi, conséquence qui mettrait un terme à toute la critique entreprise et nous imposerait d'en rester à la situation ancienne. Mais le péril n'est ici pas si grand, si l'on considère la chose de plus près. Le procédé de la psychologie rationnelle repose sur un paralogisme qui est représenté par le syllogisme suivant. Ce qui ne peut être pensé que comme sujet n'existe pas non plus autrement que comme sujet et est, par conséquent, substance. Or, un être pensant, considéré simplement comme tel, ne peut être pensé que comme sujet. Donc, il n'existe aussi que comme tel, c'est-à-dire comme substance. Dans la majeure, il est question d'un être qui peut être pensé en général, sous tous les rapports, par conséquent aussi tel qu'il peut être donné dans l'intuition. En revanche, dans la mineure, il n'est question du même être qu'autant qu'il se considère lui-même comme sujet uniquement par rapport à la pensée et à l'unité de la conscience, mais non pas, en même temps, relativement à l'intuition par laquelle il est donné comme objet à la pensée. La conclusion est donc obtenue per sophisma figurae dictionis, par conséquent par un raisonnement trompeur. Que cette réduction du célèbre argument à un paralogisme soit tout à fait exacte, cela devient clair et distinct si l'on veut bien se reporter à la remarque générale sur la représentation systématique des principes et à la section traitant des noumènes, où l'on a prouvé que le concept d'une chose qui peut exister en soi comme sujet, et non pas simplement comme prédicat, ne contient encore en lui aucune réalité objective, ce qui veut dire que l'on ne peut pas savoir s'il pourrait se trouver quelque part un objet qui lui corresponde. Dans la mesure où l'on n'aperçoit pas la possibilité d'un tel mode d'existence, et que par conséquent un tel concept ne fournit absolument aucune connaissance. Pour que ce concept désigne, sous le nom de substance, un objet susceptible d'être donné, pour qu'il devienne une connaissance, il faut qu'il ait pour fondement une intuition permanente, condition indispensable de la réalité objective d'un concept, intuition constituant ce par quoi seulement l'objet est donné. Or, nous n'avons, dans l'intuition intérieure, absolument rien qui soit permanent, puisque le moi n'est que la conscience de ma propre pensée. Si nous nous en tenons simplement à la pensée, il nous manque par conséquent la condition nécessaire permettant de nous appliquer à nous-mêmes, comme être pensant, le concept de la substance, c'est-à-dire le concept d'un sujet subsistant pour soi. Par là même, avec la réalité objective de ce concept, disparaît entièrement la simplicité de la substance qui s'y rattache, laquelle se transforme en une unité purement logique et qualitative de la conscience de soi dans la pensée en général, et cela, que le sujet soit ou non composé. Réfutation de la démonstration par Mendelssohn de la permanence de l'âme, ce pénétrant philosophe remarqua bien vite l'insuffisance de l'argument habituel dont on se sert pour prouver que l'âme, une fois admis qu'elle est un être simple, ne saurait cesser d'être par décomposition en partie, insuffisance liée au fait que cet argument ne permet pas d'atteindre l'objectif de garantir la persistance nécessaire de l'âme, puisqu'on pourrait encore admettre qu'elle cessa d'exister par extinction. Dans son Phédon, il chercha ainsi à préserver l'âme de cette manière de périr, laquelle équivaudrait à un véritable anéantissement, en se faisant fort de prouver qu'un être simple ne peut aucunement cesser d'être, dans la mesure où, comme il ne saurait être diminué, ni par conséquent perdre petit à petit quelque chose de son existence et se voir ainsi peu à peu anéanti,
puisqu'il n'a pas de partie et donc ne contient en lui aucune pluralité, il ne se trouverait aucun temps entre un instant, où il est, et l'autre instant, où il ne serait plus, ce qui est impossible. Simplement, il ne se soucia pas que, quand bien même nous accorderions à l'âme cette nature simple puisque, de fait, elle ne contient aucune diversité dont les éléments seraient les uns en dehors des autres, par conséquent nulle grandeur extensive, on ne saurait cependant, pas plus qu'à n'importe quoi qui existe, lui dénier une grandeur intensive, c'est-à-dire un degré de réalité en ce qui concerne tous ses pouvoirs, et même, de façon générale, vis-à-vis de tout ce qui constitue l'existence. Ce degré peut décroître en passant par tous les degrés moindres, qui sont en nombre infini. Et ainsi la prétendue substance, la chose dont la permanence n'est, au demeurant, déjà pas garantie, peut être réduite à néant, sinon par décomposition en ses parties, du moins par diminution progressive de ses forces, donc par consomption, s'il m'est permis d'utiliser cette expression. Car même la conscience a toujours un degré, qui sans cesse peut encore être diminué. Il en est de même également du pouvoir d'être conscient de soi-même, comme de tous les autres pouvoirs. La permanence de l'âme, considérée comme simple objet du sens interne, n'est donc pas démontrée et elle est même indémontrable, bien que sa permanence pendant la vie, période où l'être pensant, comme être humain, est en même temps, pour lui-même, un objet des sens externes, soit par elle-même claire. Mais cela ne suffit aucunement au psychologue rationnel qui entreprend de démontrer à partir de simples concepts l'absolue permanence de l'âme même au-delà de la vie. Si donc nous prenons les propositions que nous avons énoncées ci-dessus comme s'enchaînant de façon synthétique, et c'est d'ailleurs ainsi qu'il faut les prendre, en tant qu'elles devraient valoir, dans la psychologie rationnelle envisagée comme système, pour tous les êtres pensants, et si nous partons de la catégorie de relation avec cette proposition, tous les êtres pensants sont, en tant que tels, des substances, pour remonter la série des catégories jusqu'à ce que le cercle soit bouclé, nous finissons par rencontrer l'existence de ces êtres. Dans ce système, les êtres pensants ont non seulement conscience de leur existence indépendamment des choses extérieures, mais ils peuvent en outre la déterminer par eux-mêmes, au regard de la permanence, qui appartient nécessairement au caractère de la substance. Mais il s'ensuit que, dans ce même système rationaliste, l'idéalisme est inévitable, du moins l'idéalisme problématique, et que si l'existence des choses extérieures n'est pas du tout requise pour déterminer notre propre existence dans le temps, c'est sans la moindre raison qu'on l'admettra. Sans pouvoir jamais en fournir une preuve. Si nous suivons au contraire la démarche analytique, où nous prenons pour fondement le « je pense », en tant que proposition contenant déjà en soi une existence comme donnée, et par conséquent en partant de la modalité, et si nous décomposons cette proposition en ses éléments pour en connaître le contenu, de manière à savoir si et comment ce moi détermine son existence dans l'espace ou le temps, alors les propositions de la psychologie rationnelle ne partiront pas du concept d'un être pensant en général, mais d'une réalité effective, et c'est à partir de la manière dont celle-ci sera pensée. Après qu'en eut été abstrait tout ce qui est empirique en elle, que se trouvera déduit ce qui appartient à un être pensant en général, comme le montre le tableau suivant. Début tableau 1. Je pense 2. Comme sujet 3. Comme sujet simple 4. Comme sujet identique dans tout état de ma pensée, fin tableau. Or, comme ici, dans la deuxième proposition, il n'est pas déterminé si je ne peux exister et être pensé que comme sujet et non pas aussi comme prédicat d'un autre sujet, le concept d'un sujet est pris ici selon une acception uniquement logique, et reste indéterminée la question de savoir si l'on doit ou non entendre par là une substance. C'est seulement dans la troisième proposition que l'unité absolue de la perception, le moi simple, dans la représentation à laquelle se rapporte toute liaison ou toute séparation constituant la pensée, devient aussi importante par elle-même, bien que je n'ai encore rien décidé sur la nature ou sur la subsistance du sujet. La perception est quelque chose de réel, et sa simplicité est déjà contenue dans sa possibilité. Or, dans l'espace, il n'y a rien de réel qui soit simple, car les points, qui constituent le seul élément simple dans l'espace, sont seulement des limites, et non pas par eux-mêmes quelque chose qui serve, comme partie, à constituer l'espace. De là suit donc l'impossibilité d'une explication de ma nature, comme sujet simplement pensant, à partir des principes du matérialisme. Mais comme mon existence, dans la première proposition, est considérée comme donnée, étant entendu qu'elle ne signifie pas « tout être pensant existe », ce qui énoncerait en même temps, à propos de ces êtres,
une nécessité absolue et en dirait donc beaucoup trop. Mais simplement, j'existe pensant, cette proposition est empirique et ne peut déterminer mon existence que relativement à mes représentations dans le temps. D'un autre côté, comme tout d'abord j'ai besoin ici de quelque chose de permanent et que rien de tel, en tant que je me pense, ne m'est donné dans l'intuition interne, il ne m'est pas possible de déterminer, par cette conscience du simple moi, la façon dont j'existe, si c'est à titre de substance ou à titre d'accident. Si donc le matérialisme est incapable de fournir un mode d'explication de mon existence, le spiritualisme est tout aussi insuffisant à cet égard. Et la conclusion à en tirer est que, de quelque manière que ce soit, nous ne pouvons acquérir la moindre connaissance de la nature de notre âme, pour ce qui concerne la possibilité qu'elle aurait d'exister séparément en général. Et comment, d'ailleurs, serait-il possible, au moyen de l'unité de la conscience, que nous ne connaissons nous-mêmes que parce que nous en avons indispensablement besoin pour la possibilité de l'expérience, comment nous serait-il possible de sortir de l'expérience, de notre existence actuelle, et d'étendre notre connaissance sur la nature de tous les êtres pensants en général, par cette proposition empirique, mais indéterminée vis-à-vis de toute espèce d'intuition, je pense. Il n'y a donc pas de psychologie rationnelle, en tant que doctrine, qui ajoute quelque chose à la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Mais si on la considère en tant que discipline, elle fixe des limites infranchissables, dans ce domaine, à la raison spéculative, d'un côté pour que celle-ci ne se précipite pas dans le sein du matérialisme qui nie l'âme, de l'autre côté pour qu'elle ne se perde pas avec exaltation dans le spiritualisme, qui n'a pour nous aucun fondement dans la vie, bien au contraire. Devant le refus qu'oppose notre raison de fournir une réponse satisfaisante aux questions, animée par la curiosité, qui porte sur l'au-delà de la vie, elle nous avertit qu'il faut y voir un signe que celle-ci nous adresse en nous invitant à appliquer notre connaissance de nous-mêmes, non pas à la spéculation stérile qui déborde toute limite, mais à l'usage pratique, le seul fécond. Un tel usage, quand bien même il ne s'applique qu'aux objets de l'expérience, emprunte pourtant ses principes à une source plus élevée et règle ainsi notre conduite comme si notre destinée s'étendait infiniment au-delà de l'expérience et, par conséquent, au-delà de cette vie. On voit à partir de tout cela qu'un simple malentendu est à l'origine de la psychologie rationnelle. L'unité de la conscience, qui est au fondement des catégories, y est prise, en tant qu'objet, pour une intuition du sujet, objet auquel la catégorie de substance se trouve appliquée. Mais cette unité n'est que l'unité dans la pensée, et par elle seul aucun objet n'est donné. Par conséquent, la catégorie de substance, qui présuppose toujours qu'une intuition soit donnée, ne peut s'appliquer à une telle unité, à travers laquelle le sujet ne peut donc pas du tout être connu. Le sujet des catégories ne peut donc pas recevoir, du simple fait qu'il les pense, un concept de lui-même comme s'il constituait un objet de ces catégories. Car, pour pouvoir les penser, force lui est de prendre pour fondement sa pure conscience de soi, conscience qu'il a pourtant bien fallu expliquer. De même le sujet, dans lequel la représentation du temps trouve son fondement originaire, ne peut déterminer par là sa propre existence dans le temps, et si cette dernière perspective est impossible, la première, qui consisterait en la détermination de soi-même, comme être pensant en général, au moyen des catégories, ne peut pas non plus s'accomplir. Ainsi donc une connaissance que l'on recherchait au-delà des limites d'une expérience possible et qui, pourtant, intéresse au plus haut point l'humanité, se résout, B 424, en une espérance illusoire, tant qu'on la demande à la philosophie spéculative. Néanmoins, la sévérité dont fait preuve la critique, du fait même qu'elle démontre l'impossibilité de déterminer dogmatiquement quoi que ce soit, touchant un objet de l'expérience, qui dépasserait les limites de cette dernière, rend en même temps à la raison, relativement à cet intérêt même, le service, qui n'est pas sans importance pour elle. De la garantir tout autant contre toutes les affirmations possibles du contraire. Elle ne peut le faire que de deux façons, soit en démontrant apodictiquement sa proposition, soit, en cas d'échec, en recherchant les motifs de cette impuissance, et si ceux-ci résident dans les bornes nécessaires de notre raison, alors la même loi qui ordonne de renoncer à toute prétention d'affirmer dogmatiquement quoi que ce soit s'impose à tout adversaire. Cependant, le droit, voire même la nécessité d'admettre une vie future conformément à des principes fondamentaux de l'usage pratique de la raison se rencontrant avec son usage spéculatif, ne sont pas pour cela le moins du monde perdu, car la preuve exclusivement spéculative n'a, au reste,
jamais pu exercer la moindre influence sur la raison commune des hommes. Une telle preuve reposant sur une pointe de cheveux, l'école elle-même n'a pu l'y maintenir si longtemps qu'en la faisant tourner sans cesse sur elle-même comme une toupie et, aux yeux même de l'école, elle ne fournit aucune preuve consistante sur laquelle quoi que ce soit pu être édifié. Les preuves dont le monde peut faire usage conservent, B 425, ici, au contraire, toute leur valeur et gagnent plutôt en clarté, à la faveur de ce coup d'arrêt porté à ses prétentions dogmatiques et dans la mesure où elle replace la raison dans son domaine propre, à savoir l'ordre des fins. Lequel est cependant en même temps un ordre de la nature. Dès lors, en tant qu'elle est en elle-même un pouvoir pratique, la raison est légitimée, sans être limitée aux conditions de l'ordre de la nature, à élargir l'ordre des fins et, avec lui, notre existence propre au-delà des limites de l'expérience et de la vie. À en juger par analogie avec la nature des êtres vivants dans ce monde, concernant lesquels la raison doit nécessairement adopter comme principe qu'il ne se trouve aucun organe, aucun pouvoir, aucune propension, rien, donc, qui fût superflu ou disproportionné avec son usage, donc sans finalité, mais qu'au contraire tout est exactement adéquat à la destination qui est la sienne dans la vie, l'être humain, qui seul peut pourtant contenir la fin finale ultime de tout cela, devrait être l'unique créature faisant à cet égard exception. Car les dispositions de sa nature, je n'entends pas simplement celles qui s'expriment à travers ses talents et les tendances qui le poussent à en faire usage, mais surtout la loi morale qu'il porte en lui, ces dispositions vont tellement au-delà de l'utilité et des avantages qu'il pourrait en tirer dans cette vie, que cette loi morale elle-même lui enseigne à estimer plus que tout la simple conscience de la rectitude d'esprit, fût-ce au détriment de tous les avantages, jusqu'à y compris de cette pure ombre qu'est la gloire, et que l'être humain se sent intérieurement appelé à se rendre. Par sa conduite dans ce monde et en renonçant à bien des avantages, digne d'être le citoyen d'un monde meilleur dont il a l'idée. Ce puissant argument, à jamais irréfutable, accompagné qu'il est d'une connaissance sans cesse croissante de la finalité manifeste associée à tout ce que nous trouvons devant nos yeux et par la perspective ainsi ouverte sur l'immensité de la création, par conséquent accompagné aussi par la conscience du caractère illimité de l'élargissement possible de nos connaissances ainsi que de notre penchant à cet élargissement, cet argument, donc, subsiste toujours. Quand bien même nous devrions renoncer à apercevoir, à partir de la simple connaissance théorique de nous-mêmes, quelle est la durée nécessaire de notre existence. Conclusion de la solution du paralogisme psychologique, l'apparence dialectique, dans la psychologie rationnelle, repose sur la confusion d'une idée de la raison, celle d'une intelligence pure, avec le concept, en tout point indéterminé, d'un être pensant en général. Je me pense moi-même au regard d'une expérience possible, en faisant abstraction de toute l'expérience réelle, et j'en conclus que je peux avoir conscience de mon existence même en dehors de l'expérience et de ses conditions empiriques. Par suite, je confonds l'abstraction possible de mon existence empiriquement donnée avec la prétendue conscience d'une existence possible de mon moi pensant séparé du reste, et je crois connaître dans le sujet transcendantal ce qu'il y a de substantiel en moi, alors que je n'ai dans la pensée que l'unité de la conscience qui est au fondement de toute activité de détermination, telle qu'elle constitue la simple forme de la connaissance. Le problème de l'explication de la relation de l'âme avec le corps n'appartient pas proprement à la psychologie dont il est question ici, dans la mesure où celle-ci se donne pour objectif de démontrer la personnalité de l'âme même en dehors de cette relation, après la mort, et où elle est donc transcendante, au sens propre du mot, bien qu'elle s'occupe d'un objet de l'expérience, mais uniquement en tant qu'il cesse d'être un objet de l'expérience. Cependant, même à une telle interrogation, on peut apporter une réponse suffisante en suivant notre doctrine. La difficulté que ce problème a soulevée repose, comme on sait, sur l'hétérogénéité présupposée de l'objet du sens interne, l'âme, et des objets des sens externes, puisque le premier implique le temps seul, tandis que, pour ces derniers, l'espace s'ajoute comme condition formelle de leur intuition. Si l'on songe toutefois que, sous ce rapport, ces deux types d'objets ne se différencient pas l'un de l'autre intrinsèquement, mais seulement en tant que l'un apparaît à l'autre extérieurement, et qu'en conséquence ce qui, en tant que chose en soi, est au fondement du phénomène de la matière pourrait fort bien ne pas être à ce point d'une telle hétérogénéité, alors cette difficulté disparaît, et la seule qui subsiste, c'est de savoir comment est possible en général une union de substances. La solution de cette question est tout à fait en dehors du champ de la psychologie, et, comme le lecteur en jugera facilement d'après ce qui a été dit dans l'analytique des formes fondamentales et des pouvoirs,
elle est, sans nul doute, en dehors du champ de toute connaissance humaine. Remarque générale concernant le passage de la psychologie rationnelle à la cosmologie, la proposition « je pense » ou « j'existe pensant » est une proposition empirique. Mais au fondement d'une telle proposition se trouve une intuition empirique, par conséquent aussi l'objet pensé comme phénomène. Tout semble donc se passer comme si, d'après notre théorie, l'âme tout entière, même dans la pensée, était transformée en phénomène, et que de cette façon notre conscience elle-même, en tant que pure apparence, devait en fait être réduite à néant. La pensée, prise en elle-même, est seulement la fonction logique, par conséquent la pure spontanéité de la liaison du divers d'une intuition seulement possible, et elle ne présente nullement le sujet de la conscience comme phénomène, pour cette simple raison qu'elle ne prend nullement en compte le mode de l'intuition et ne se demande pas si elle est sensible ou intellectuelle. En conséquence, je ne me représente à moi-même ni tel que je suis, ni tel que je m'apparais, mais je me pense seulement comme n'importe quel objet en général, abstraction faite du mode selon lequel il est intuitionné. Quand je me représente ici comme sujet des pensées ou même comme fondement de la pensée, ces modes de représentation ne se réfèrent pas aux catégories de la substance ou de la cause, car celles-ci sont des fonctions de la pensée, du jugement, déjà appliquées à notre intuition sensible et qui seraient certes indispensables si je voulais me connaître. Mais je veux seulement avoir conscience de moi-même comme pensant et je laisse de côté la question de savoir comment mon moi propre est donné dans l'intuition. De fait pourrait-il être un simple phénomène pour moi qui pense, mais non pas en tant que je pense. Dans la conscience que j'ai de moi-même à travers la simple pensée, je suis l'être même, mais de cet être rien ne m'est encore donné ainsi pour la pensée. En revanche, la proposition « je pense », en tant qu'elle équivaut à « j'existe pensant », n'est pas une simple fonction logique, mais elle détermine le sujet, lequel est dès lors, en même temps, objet, relativement à l'existence, et elle ne peut intervenir sans le sens interne, dont l'intuition ne fournit jamais l'objet comme chose en soi, mais simplement comme phénomène. Dans cette proposition, ce n'est donc plus simplement la spontanéité de la pensée, mais bien la réceptivité de l'intuition, c'est-à-dire la pensée de moi-même, qui se trouve appliquée à l'intuition empirique du même sujet. C'est dans cette dernière que le moi pensant devrait donc chercher les conditions requises pour l'application possible de ses fonctions logiques quant aux catégories de substance, de cause, etc. Et ce non seulement pour pouvoir se désigner lui-même, à travers le jeu, comme objet en soi, mais également pour déterminer le mode de son existence, c'est-à-dire se connaître comme nous-mêmes, ce qui toutefois est impossible dans la mesure où l'intuition empirique interne est sensible et ne fournit rien d'autre que les données du phénomène, lequel ne peut rien procurer, quant à l'objet de la conscience pure, qui fit connaître son existence séparée, mais ne peut être de quelque usage qu'au regard de l'expérience. Supposons toutefois qu'il se trouve par la suite, non pas dans l'expérience, mais dans certaines lois de l'usage pur de la raison qui ne soient pas de simples règles logiques, mais bien des lois établies a priori et concernant notre existence, une occasion de nous supposer entièrement a priori législateurs à l'égard de notre propre existence et même comme autodéterminant cette existence, ainsi se découvrirait une spontanéité par laquelle notre réalité effective serait déterminable, sans qu'il fût besoin en outre des conditions de l'intuition empirique, et nous nous apercevrions alors que, dans la conscience de notre existence, se trouve contenu a priori quelque chose susceptible de pouvoir servir à déterminer cette existence, laquelle dans l'absolu n'est déterminable que de façon sensible, mais pourrait cependant ainsi être en plus déterminée, quant à un certain pouvoir interne, relativement à un monde intelligible, constituant certes un simple objet de pensée. Pour autant, cela ne ferait pas accomplir le moindre progrès à toutes les tentatives développées par la psychologie rationnelle. En effet, grâce à ce pouvoir merveilleux, que la conscience de la loi morale est la première à me révéler, je disposerai certes d'un principe purement intellectuel permettant de déterminer mon existence, mais par quel prédicat le ferai-je? Uniquement par ceux qui ne peuvent m'être donnés que dans l'intuition sensible, et ainsi serai-je à nouveau ramené au point où j'en étais dans la psychologie rationnelle. À savoir au fait d'avoir besoin d'intuition sensible pour procurer une signification au concept de mon entendement, substance, cause, etc., grâce auquel seulement je puis avoir une connaissance de moi-même. Or, ces intuitions ne peuvent jamais m'aider à aller au-delà du champ de l'expérience. Toutefois, du point de vue de l'usage pratique, tel qu'il est néanmoins toujours orienté vers des objets de l'expérience,
il me serait malgré tout permis d'appliquer ces concepts à la liberté et au sujet de celle-ci. Conformément à la signification analogue qui est la leur dans l'usage théorique, étant admis que j'entends par là simplement les fonctions logiques du sujet et du prédicat, du principe et de la conséquence, d'après lesquelles sont déterminées les actions ou les effets conformes à ces lois, de telle manière que ces actes et ces effets puissent toujours être expliqués, en même temps que les lois de la nature, conformément aux catégories de substance et de cause, bien qu'ils dérivent d'un tout autre principe. Cela soit dit simplement pour éviter le malentendu auquel est facilement exposée la doctrine traitant de l'intuition que nous avons de nous-mêmes comme phénomène. Dans la suite, on aura l'occasion de faire usage de ces précisions. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.